Yes, salut tout le monde, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. De retour cette semaine avec une weekly prep dans un contexte très similaire à ce qu'on répète depuis quelques semaines, c'est-à-dire un price action qui ne cesse de monter et de façon quand même. Cette semaine, on peut dire que ça a été intéressant et spectaculaire au moins. C'est pas comme récemment où on a juste gravité higher. On a gravité higher, mais au moins on a quand même démontrer une certaine volatilité. Évidemment, ça concluait notre séquence de 3 semaines avec Non-Farm Payroll en début de mois, CPI ensuite et FOMC la semaine passée où on a vu le premier rate cut depuis plus d'un an être annoncé. Donc le marché a réagi de belle façon. On va discuter de tout ça. On va revenir sur la semaine précédente. On va regarder du côté du calendrier économique encore une fois pour qu'est-ce qui nous attend pour la semaine qui s'en vient. Et évidemment, un petit plan de match côté technique. Donc on commence ça avec le retour sur la semaine passée. On va pas trop s'éterniser. By the way, ça a été le rollover des contrats. Donc, on est passé des contrats, je fais toujours mes analyses sur les futures. On est passé des contrats de septembre aux contrats de décembre. C'est la raison pour laquelle le prix a changé. C'est la raison également pour laquelle mes graphiques ont tous été décalés. J'ai ramené ça là où ce que c'était précédemment, mais les niveaux ne concorderont pas. Les prix ne concorderont pas avec ce que vous avez vu dans la prep précédente. Par contre, les niveaux, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que j'avais mentionné, c'était de vouloir démontrer un désir de s'éloigner du high de la semaine du 2 septembre et de voir potentiellement un void être créé là-dessus. C'est ce qu'on a fait. Vous avez vu, on a gravité proche, on a gardé une portion ouverte. Quelque chose qu'on va discuter pour la suite ensemble tantôt. Si je regarde sur la chart en daily, on avait également ce petit void-là, ici, qui était important, l'imbalance du 11 septembre. On est venu weeker là-dedans sur le FOMC. Si on va voir en 1 heure, je vais donner quelques niveaux. J'avais donné ce bloc-là. Je ne veux pas dire que c'est lui qui a réagi parce qu'on n'a pas été le taper, mais c'est quand même un sweet spot pour ensuite voir le upside être continué tout simplement. Si on regarde du côté du Nasdaq, un petit peu plus d'informations à discuter. On commence par enlever ça. C'est comme été ma ligne de référence que j'ai copié mes niveaux. Mais c'était la même chose. Je voulais voir de la force over le high de la semaine du 2 septembre en weekly pour potentiellement créer un void. C'est ce qu'on a fait. Également, on va en parler tantôt. Sinon, on n'avait pas grand-chose. On avait juste ce petit gap-là ici que j'avais parlé, mais c'est surtout en 1 heure que je retire votre attention de façon un peu plus précise. Ça, là, ça l'a gapé, ça n'a pas rapport. Mais si vous regardez vraiment ça ici, la zone en vert-bleu, appelez-le comme vous voulez, c'était une zone de référence en dessous d'un lot critique. Donc, c'est en fait, c'est ce que je vous avais donné là. Surveillez ce niveau-là. Si on prend de l'expansion en dessous et qu'on crée quelque chose, le follow-through down devrait être le focus. À l'inverse, quand ce genre de zone-là n'est pas capable de expand en dessous et en plus, on vient frapper au tick, littéralement, notre niveau clé, ben, ça va donner la réaction intéressante. FOMC en 2 étapes, voire peut-être 3 étapes, qui a été quand même intéressant. Ça n'a pas été le plus. Je ne veux pas dire que ça n'a pas été le plus spectaculaire, parce qu'honnêtement, ça a été une belle volatilité, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, mais ça n'a pas été le plus facile à transiger. On a encore le short. Par la suite, personnellement, j'ai pris des losses là-dessus. Et le long était vraiment intéressant. On est revenu closer autour du high et toute la nuit, on a grindé up pour avoir un reste de semaine qui était très moyen, encore une fois. Fait que oui, le FOMC a mis la table pour une semaine qu'au final, bigger time frame, zoom out, c'est de toute beauté qu'est-ce qu'on a mis en place. Mais d'un point de vue day trading, sur des petits time frames, où ce qu'on trade, exemple les sessions de New York le matin principalement, ça n'a pas été une semaine, encore une fois, très évidente. Quelque chose qui est intéressant, puis écoutez, on va faire un bout de chemin là-dessus tantôt, là, mais du côté des références, là, ça a bien bougé cette semaine. Le dollar US est vraiment intéressant. On est venu livrer, en fait, on est venu prendre 2-3 swing low importants. On n'a pas été capable d'aller chercher l'objectif ultime, mais la réaction pour le moment est intéressante. De son côté, l'euro, lui, a livré l'objectif ultime que je vous parle depuis des mois, c'est-à-dire 1,19. Donc, on est venu puncher ça là-dessus. Et la réaction est également intéressante qu'on va pouvoir observer ensemble. Du côté des yields, on pourra, en fait, on va en parler maintenant. Je ne sais pas si ça vaut la peine d'en reparler tantôt. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit, les yields, c'est toujours quelque chose qu'il faut surveiller, zoomer out un peu, là, juste voir dans quoi on se situe. Mais quelque chose qui est intéressant, c'est que lors du dernier FOMC de l'année passée, la dernière fois qu'on a coupé les rates, on était là.
Regardez qu'est-ce qu'on a fait ensuite. On a monté de façon assez spectaculaire, alors que techniquement, si tu coupes les rates, tu n'es pas supposé voir les yields rip. Je vous dis pas que c'est ce qui est en train d'arriver. Je vous dis juste que, personnellement, vous connaissez mon opinion, inflation, etc., etc. Ça, c'est le genre de choses qui est quand même intéressant. J'ai hâte d'avoir les prochaines semaines, mais en ce moment, on est dans une situation exactement similaire. La journée où on coupe les rates, on amorce un move-up sur les yields, ce qui est techniquement pas logique. J'utilise des mots simples, là, mais c'est un peu ça qu'on peut dire simplement, que le fait qu'on coupe les rates et que les yields montent, c'est pas nécessairement logique, entre guillemets. Donc, à surveiller pour la suite, gardez en tête, s'il ne se passe pas grand-chose comme ça n'impacte pas vraiment le marché. Ça a un certain impact. Si on rip, ça va avoir un impact également. Donc, surveillez ça de près et de loin en même temps. La volatilité, évidemment. Le VIX, on a VIX up, indice up actuellement. On fait des higher lows sur le VIX, on fait des higher highs sur les indices. Un phénomène qui est commun, qui est rare, mais qui est commun, qui est connu. J'en parle souvent si vous me suivez depuis longtemps. C'est quelque chose que j'ai déjà discuté en masse. Je m'attends de voir une continuation de cette trend-là, dans le sens que je pense pas que le VIX va crusher à 12. Si les indices continuent à faire des new all-time highs, je pense qu'on va continuer à avoir des higher lows sur le VIX tranquillement, pas vite, à commencer à round up ici. Qui n'est pas positif pour la suite. C'est très dangereux comme environnement, mais comme je vais dire un petit peu tantôt, il y a quand même encore de la place en masse, à mon humble avis. Donc voilà pour le retour sur la semaine passée. Si on regarde maintenant cette semaine pour le calendrier économique, c'est intéressant comme semaine. Là. On tourne le coin un peu. Là. Tu sais, ça fait longtemps. Comme on est sorti de l'été avec la saison des earnings, que personnellement, j'aime pas vraiment trader. Peu de volume, blablabla, on connaît la game un petit peu des flows l'été, etc. Par la suite, on est arrivé mois de septembre qui peut devenir plus intéressant. Retour, je ne veux pas dire smart money, mais retour des gros joueurs principalement dans le marché, donc le volume qui recommence à pick up un peu. Et là, on arrive avec Non-Farm Payroll, CPI, FOMC. Et là, ça, c'est derrière nous. Donc maintenant, je pense qu'on peut vraiment regarder vers l'avant, puis espérons avoir un price action un petit peu plus clean, mais ça ne veut pas dire que la situation overall est mieux. Donc, du côté du calendrier, lundi, j'ai absolument pas d'intérêt tant que ça dans la session, particulièrement pas avec ce qu'on a vu vendredi. Première journée après un quad OPEX, donc ça peut être intéressant quand même, mais d'un point de vue calendrier économique, il n'y a pas rien pour stimuler ça. Des Fed speakers un peu partout aussi cette semaine, je ne les mentionnerai pas, mais soyez-en conscients. Mardi, Fed Speaker, on a également des PMI à 9h45. G-Pow à midi et demi dans une conférence. Honnêtement, la persistance risque d'être réduite, mais il faut toujours être conscient que G-Pow prend la parole. Mercredi, New Home Sales, pas grand-chose là-dessus. Sinon, jeudi, ça commence à être un peu plus intéressant. Core Durable Goods Order. GDP également. Existing Home Sales à 10. Donc, une grosse session jeudi. Et vendredi, chiffre d'inflation très important côté US avec le PCI. Donc, on le sait, je répète toujours la même chose, mais on focus tout sur le CPI, c'est ce qu'on veut voir. Mais je vous dirais que d'un point de vue de la Fed, d'un point de vue fondamental, c'est probablement ce chiffre-là qui est le plus important et le plus représentatif de l'inflation. Donc, gardez un œil sur le PCI. Personnellement, l'inflation est le plus gros danger en ce moment et le plus gros facteur qui tout tourne autour de ça. Voilà pour le calendrier économique. Du côté des earnings, c'est assez mollo, mais quand même quelques compagnies. MU, by the way, surveiller l'impact sur Nvidia et AMD, donc semi-conducteur intéressant, et Costco également, donc les deux seules compagnies relativement intéressantes pour cette semaine. Maintenant, d'un point de vue technique, écoutez, sérieusement, comme je veux pas être la personne qui commence à faire des statements semaine après semaine, puis qu'au final, éventuellement, il y a quelqu'un qui va avoir raison, dans le sens que, tu sais, il y en a plein là, de gens comme ça, puis je vous laisse vous amuser avec ça ou perdre votre temps, dépendamment de ce que vous cherchez. Mais, tu sais, tout ce que je fais, c'est que je vous donne un outlook overall. Puis, tu sais, c'est quand on est dans un point de vue technique qui est relativement clean, c'est relativement facile de prévoir pratiquement une semaine d'avance. Dans le sens que si tu es dans un range où on va surveiller la réaction à tel niveau, on a toujours besoin de créer un d'où on arrive versus où on s'en va. Ça, c'est un concept que j'utilise et que j'enseigne toujours au quotidien. Mais le problème quand tu es en New All-Time High comme ça, c'est que le où tu t'en vas est toujours le même, c'est-à-dire le New All-Time High. Par contre, à l'intérieur de ça, souvent, tu n'as pas grand-chose. C'est ce qui rend ce genre de price action-là relativement complexe pour day trader ou scalper comme personnellement je le fais.
Je m'en cache pas, là, je suis dans une séquence plutôt difficile, mais tu sais, plutôt difficile d'un point de vue plutôt plus constance, parce que généralement, c'est probablement ma force. Mais d'un point de vue PNL, etc., il n'y a rien de catastrophique parce qu'on limite les dégâts, on prend plusieurs petites pertes. Mon win rate n'est pas un très haut niveau en ce moment, mais le point étant de comprendre dans quel genre de conditions on se trouve. Et en ce moment, c'est un peu l'euphorie partout. C'est quelque chose que j'ai parlé beaucoup. Si on n'est pas capable d'avoir cette certaine fenêtre de faiblesse-là, retracement, puis initialement, c'est juste un retracement que je voulais, là. En ce moment, on n'est pas en train de le printer. Je vous dirais que c'est vraiment la dernière chance de voir ça au cours des 2 prochaines semaines. Je réduirais même ça peut-être à 7 semaines seulement. Si on n'est pas capable d'avoir cette faiblesse-là post-OPEX, l'OPEX était vendredi passé, ça va vouloir dire, tu sais, je vous parle souvent de fenêtre de faiblesse, mais en fait, c'est une fenêtre de non-force. Mais si tu vois de la force dans ces moments-là, ça démontre beaucoup de force. Donc là, il y a beaucoup de mots bizarres que je vous dis, mais qui se répètent, mais réécoutez-le peut-être, mais c'est vraiment ça. Ça va être un gros statement si jamais on n'a pas un certain désir de vouloir retracer cette semaine ou dans les 2 prochaines semaines. Et je m'en suis pas caché, je vous l'ai dit, ça fait longtemps, mais même l'année passée, on est un peu dans le même scénario, on enlève les élections américaines, là. Mais l'année passée, qu'est-ce que je m'attendais de voir? C'était un méga blow-off sur la fin d'année, stimulé par l'élection américaine. Finalement, on n'a pas eu ce blow-off-là. On a quand même eu tu sais, oui, 2, 3 sessions up, mais ça, c'est pas un blow-off. Euh, Ce genre de gravitation up-là, je sais pas si c'est un mot, ce grind-up-là, c'est pas un blow-off. Un blow-off, là, c'est comme on vient de faire là en weekly. Là. J'aime le petit void qu'on a créé en weekly, l'expansion. Et si on a à avoir une méga continuation, là, vous voyez comment que, mettons, on avait juste du petit grind. Et là, vous voyez comment que les chandelles commencent à grandir tranquillement. Là. Si on commence à. Là, je fais des dessins là, qui ne veulent pas dire grand-chose, mais on est dans une situation très intéressante où ce qu'on pourrait voir ce genre de blow-off-là. Et si on n'est pas capable d'avoir un pullback septembre, octobre, on va avoir une année excessivement positive. Et là, encore une fois, là, certains appellent ça le Santa Rally alors que ça n'existe pas. C'est juste d'un point de vue flow, d'un point de vue OPEX, d'un point de vue positionnement. Dans une année positive, tu as une réinjection d'argent. Et si vous pensez au levier avec lequel les institutions et même les particuliers, les fonds, etc., travaillent, si le marché est up, exemple, 10%, bien, ça représente puis on va parler plus de ça, plus que ça cette année pour l'instant, ça représente un levier qui est énorme en réinjection parce que ça augmente le levier avec lequel ils ont accès. Donc, c'est très difficile de voir un marché descendre en fin d'année dans une année positive. Et vous pouvez, tu sais, c'est un peu l'essence du fonctionnement des saisonnalités, mais on pousse ça un peu plus loin. C'est pas parce qu'il y a de la neige dehors ou qu'il fait soleil que ça impacte le marché. C'est d'un point de vue positionnement, d'un point de vue OPEX. Donc là, je vous donne juste ça. Écoutez, en daily, sur la daily chart sur le SP500, les seuls niveaux que je veux que vous gardiez en tête, c'est ceux-là ici. Je ne sais pas quand, je ne sais pas qui, je ne sais pas pourquoi, mais on va éventuellement sparker quelque chose là-dedans. Est-ce que c'est cette année, est-ce que c'est l'année prochaine, est-ce que c'est dans 10 ans? On verra. Mais honnêtement, c'est les lots ici, là, ça c'est quelque chose assurément à garder en tête, je peux dire court, mais plutôt moyen terme, disons-le comme ça. Donc en daily, il n'y a pas grand-chose. Là. Surveillez juste le void en weekly. Assurément quelque chose d'important ici. Sur la daily chart, bon, c'est sûr que ce void-là est intéressant, mais on va particulièrement regarder le FOMC low, voir si on peut prendre l'expansion en dessous, mais on est quand même assez loin actuellement. Si on regarde en 1 heure pour se donner un plan un petit peu plus précis, puis comme je vous ai dit tantôt, il manque un élément en tout temps à nos 2 éléments pour prendre un trade A+, d'où on arrive versus où on s'en va. Je sais que le où on s'en va peut être toujours le all-time high, mais personnellement, la façon que j'aime travailler, c'est que si, exemple, je frame un trade ici, on crée un d'où on arrive, et je sais où ce que je m'en vais. Mais à l'intérieur de cette run-là, je vais regarder pour trouver des objectifs où ce que, si exemple, je sais, où je suis confiant que cette run-là a peut-être 70-80% d'être livrée, ben, des targets intermédiaires à l'intérieur vont monter un win rate à des niveaux qui sont excessivement précis et qui fonctionnent excessivement bien. En ce moment, on n'a pas la chance de voir ça parce que le target ultime, entre guillemets, est toujours un new all-time high et on n'a pas beaucoup de marge à l'intérieur de ça. Donc, c'est un peu ce que je disais tantôt. Pour cette semaine, surveillez le void qu'on a créé ici sur la chandelle de 14 heures vendredi. Donc, tant qu'on est over de ça, personnellement, je favorise une continuation. À partir du moment où on passe en dessous et qui est balancé, je pense qu'on va venir donner des down candles ici.
Et à partir de là, je surveillerai la réaction. Si on expand en dessous de ça, clairement, là, le target devient relativement facile vers ces niveaux-là, 66-77. Et là, même raisonnement, est-ce qu'on wick sans prendre d'expansion ou est-ce qu'on crée quelque chose et qu'on va attaquer probablement je vais appeler ça le news low, là, le FOMC low. Techniquement, c'est pas sur la nouvelle, mais ça serait probablement quelque chose qui peut être possible selon comment on interagit avec les niveaux que je viens de vous donner ici. Mais ça, c'est en cas où ce qu'on voit un gros downside agressif, qu'est-ce qui n'est pas nécessairement qu'est-ce que je favorise. Quoi qu'on est dans cette fenêtre-là, post-OPEX, on verra qu'est-ce que ça donne rapidement en début de semaine. À l'inverse, c'est toujours des bons longs en scalp. Si vous voyez un low se former là-dessus avec un target intermédiaire, il y a des scalps longs qui se font là-dessus. Sans dire sans arrêt, mais en ce moment, c'est ça qui supporte. Personnellement, je suis plus à l'aise de scalper 15-20 points sortir que de jouer la full run, même si la full run fonctionne. Mais c'est ça qui en est en ce moment sur le SP500. Du côté du Nasdaq, très similaire, encore plus fort. On l'a vu, je ne vais pas dire squeezer, parce que c'est pas un squeeze, mais encore plus hard que les autres indices. Création du void sur la chandelle de jeudi, donc ça, c'est quelque chose à surveiller. Évidemment, en début de semaine, si on s'en va graviter là-dedans, ça pourrait être un sweet spot pour down first, continuation up. Surveiller 25 000, qui est le call resistance en ce moment, mais surtout surveiller comment que le call resistance va progresser au courant de la semaine. Si le call resistance gap de 25 à 25,2, à 25,4, à 25,6 au courant de la semaine, pendant, exemple, qu'on monte, ça, c'est un signe relativement strong, un signe très bullish. À l'inverse, si on se ramasse comme à 25,2, 25,3, puis que le call resistance demeure à 25, c'est quand même un petit quelque chose à surveiller puis d'être un petit peu extra prudent là-dessus. Si on regarde en une heure maintenant, c'est sensiblement le même scénario. J'attire votre attention sur ce petit void-là de vendredi 15h. Voir comment on peut travailler autour de ça. Est-ce qu'on le balance? Une fois que c'est balancé, on pourrait venir attaquer ce lot-là. Si on prend beaucoup d'expansion en dessous de ça, on devrait venir attaquer celui-là ici. Mais sinon, honnêtement, c'est un marché où ce que tu veux être extrêmement patient. Tu veux que les niveaux sur lesquels tu surveilles, dans ce cas-là, personnellement, ça serait lui, mon premier niveau d'intérêt cette semaine. Si on est capable de voir quelque chose aller là-dedans, je regarderai pour du long, probablement ensuite. Il faut favoriser l'upside en ce moment. C'est relativement facile pour certains, plus complexe mentalement pour d'autres, dont moi, parce que le price action est en all-time high, on gravite plus haut, on ne part pas toujours sur des bonnes bases, mais on est dans une fenêtre très polarisante, dans le sens que soit le monde il parle de crash avec un cas, si c'est le cas, sauvez-vous à la course, ou il parle de OK, on s'en va sur la Lune. Encore une fois, ce n'est pas des moments et ce n'est pas des niveaux où c'est intéressant pour moi, où c'est des évaluations qui valent la peine d'être engagées, mais ça peut durer très longtemps. Un exemple que j'ai dit l'autre fois, puis que je vole à Carson, mais si, exemple, on est en train de bâtir l'an 2000 actuellement, on est-tu en 98, on est-tu en 99 ou on est autour de 2000, vous comprenez un peu? Donc, tu sais, si on est en 98, 99, il reste encore un 30-40% d'upside qui est possible sur le upside. Mais on verra. Pour l'instant, on va continuer à day trader, on positionne sur des swings intéressants. Et justement, si on parle de ça un petit peu, avant ça, on va aller voir le dollar US parce que je trouve qu'il est relativement clean pour la première fois. Relativement clean, là, j'ai dit ça, puis ça va être un autre sideway month. Mais honnêtement, si on zoom out un petit peu, sur la weekly chart, regardez ça comment c'est dégueulasse. Mais on a punché un lot important. Est-ce que j'aurais aimé ça qu'on punch ça? La réponse c'est oui, mais on ne l'a pas fait. Et on reclaim relativement quick. Donc, surveillez cette semaine si on est capable de démontrer de la vraie force. Puis tu sais, là, je trouve que les étoiles s'alignent un peu mieux. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que, OK, tout le shit show d'événements sur les indices est derrière nous. Le dollar US et l'euro semblent avoir breaker leur range et peut-être amorcer quelque chose. Donc, si le dollar US devient clean, les indices devraient être plus clean. Tout va être plus clean. Tout tourne autour du dollar US et c'est quelque chose d'assez important à savoir. Donc, on verra qu'est-ce qui arrive, mais personnellement, j'aimerais ça si on envoie un pullback, j'ai pas de problème à ce qu'il soit hard, mais je veux qu'il soit rapide et clean.
Et après ça, je veux un clean move sur le upside. Personnellement, là, je targeterais les highs ici, à l'intérieur du void. Ça demeurerait bearish overall. Donc, on pourrait parler simplement d'un retracement. Ça, c'est la zone pivot. Est-ce qu'on blow là-dedans? Si on blow là-dedans, là, on commence à parler d'un dollar US qui risque de rip the fuck up. Pas nécessairement ce que j'anticipe, mais surveillez ça. On va commencer par les premiers objectifs. On verra pour la suite. Donc, trois étapes. Là. Pullback, pas la fin du monde. J'aimerais ça qu'on supporte là-dedans. Si on ne le fait pas, clairement, on s'en va graviter là-dedans. Ça risque de ne pas être beau, là, mais on va aller graviter là-dedans. Si on est capable de supporter ça, première étape, ce serait le reclaim 98, expansion vers 99,2, 99,5 dans ces coins-là. Du côté de l'euro, ben, c'est sûr que one touch comme ça, c'est pas nécessairement l'idéal, mais on a quand même punché de façon franche. Mais tu sais, même si on la regarde en 1 heure, mettons, tu t'as pas. Vous voyez là, qu'est-ce qu'il y en a, c'est genre une wick comme sur une news. J'ai de la misère à trouver que c'est une vraie prise de liquidité, donc je suis un petit peu plus réticent de ce côté-là. Mais même chose que le dollar US, dans le sens que si j'ai un bounce, je veux que ça soit. J'ai pas besoin qu'il soit agressif, je veux qu'il rejette rapidement pour venir flipper ça, expansion en dessous de ce lot-là. Le lot qui est ici, là, c'est un swing low très important à 1,165. Donc si on est capable de venir smash, follow through, on pourrait avoir une grosse trend qui se met en place sur l'euro. Mais je ne suis pas un fan de ce genre de punch-là, one punch sur une news dans un niveau aussi majeur. Euh, si jamais on recommence à chopper et qu'on supporte, ben, comme on pourrait avoir un follow-through assez important. C'est rempli de traps en ce moment, disons-le comme ça. J'ai parlé du VIX, j'ai parlé des yields, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Du côté des stocks, par contre, il y a quand même une coupe de stocks qu'on a bien call out. Là. Apple en est un pas pire, là, personnellement. Dans ce lot-là, j'en parlais. Celle de news sur l'événement du iPhone qui ressemble encore au iPhone 10, mais ça reste à Apple, donc c'est assez classique d'avoir un sell de news là-dessus. Ça a été juste une distraction pour se loader long vers les all-time highs. C'est ce qui s'en vient, de mon avis, sur un titre comme Apple. AMD, très intéressant à ces niveaux-là. Je l'ai call out, j'aurais aimé ça. En fait, je voulais acheter un lower low ici sur la nouvelle avec Nvidia et Intel également. On n'a pas fait de lower low, ce qui me garde un petit peu suspect sur ces lows-là. Si on a de la faiblesse en début de semaine et que les marchés ne meurent pas, j'aime AMD vers 187. Maintenant, quand 187 est frappé sur AMD, je sais pas, je pense que j'organise un party. Ça fait 2 ans que j'en parle. Ben, 1 an, 2024, ça. Ouais, ça fait en fait 2 ans. Je me suis pas acharné, là, mais ce niveau-là est vraiment clean. Je trouve que c'est rare qu'on voit ce genre de top-là être laissé sur une aussi longue période. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, je favorise la continuation. Hop, encore une fois, à moins que les indices mangent une volée. Bon, Nvidia, on peut en parler rapidement. Je suis un peu moins fan de ça depuis longtemps, mais c'est un monstre, là, on va se le dire. La continuation vers le double top est très possible, encore une fois, là-dessus. Un titre comme Amazon lag un petit peu, c'est genre de setup. T'sais, si on a ce genre de blow-off-là sur les indices, clairement, ça va prendre les leaders qui se réalignent ensemble. On voit beaucoup de divergences en ce moment, mais je pense que c'est quelque chose qui va arriver. J'ai tradé le Russell pour la première fois depuis très longtemps la semaine passée. Super de beau trade, vraiment très 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 joli. Je pense personnellement, encore une fois, que si ce blow-off-là se met en place sur les indices puis qu'on demeure strong, je pense qu'on peut voir un monster pop sur le Russell. Encore une fois, c'est pas du tout une structure qui est saine, c'est pas un environnement qui est sain, mais un blow-off n'est pas sain non plus. C'est simplement le point d'exclamation sur un move qui n'est pas sain. Et je pense en ce moment que si on n'a pas de pullback dans les prochaines semaines, il va vraiment rip the fuck up, puis ça pourrait devenir intéressant. Puis c'est genre, on peut pas squeezer des indices, genre de simili-squeeze qui pourrait arriver, à mon avis, sur les small caps. Donc, surveillez ça. Quand je pense à small cap, je pense à FRM, c'est toujours un titre que j'observe. On en avait parlé l'autre fois sur les earnings. On l'a livré, ben, je pense qu'il peut continuer. Over 100 devrait vraiment avoir de l'expansion, à mon avis, du côté de FRM. Mais honnêtement, long shot, là, mais le all-timer n'est pas impossible là-dessus, à mon avis. Écoutez, ça ressemble à ça pour cette semaine. Il y a moins de détails dans les weekly prep depuis quelques semaines, considérant dans quoi qu'on travaille et dans qu'est-ce qu'on crée. C'est pas que je veux pas vous en donner, c'est que j'ai pas beaucoup d'informations d'un point de vue price action. Donc, je vais pas inventer des scénarios ou inventer des niveaux juste pour vous donner de quoi, vous comprenez?
Puis c'est la même chose avec mon trading. Il faut que je stick tout ce qu'on voit. Et il n'y a pas des tonnes de setup actuellement qui fit des standards élevés. Donc voilà, je laisse là-dessus. Début du bootcamp lundi. Très, très hâte de commencer ça avec la gang. Super belle équipe. Merci, by the way, d'avoir embarqué là-dedans. Si jamais ça vous intéresse, ce genre de mentorat-là sur une durée de 16 semaines, je vais commencer déjà à prendre les noms pour un prochaine cohorte en 2026. J'ai pas de date, j'ai rien, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vais adapter le site web. On va commencer à regarder pour prendre des noms tranquillement, pas vite, et voir s'il y a un intérêt pour une troisième cohorte. Je laisse là-dessus, passez une très belle semaine, soyez prudents, rappelez-vous qu'on est dans une semaine post-OPEX, donc on verra qu'est-ce qu'il y en est, mais des belles surprises à prévoir à mon avis sur les indices, une belle volatilité, ça c'est garanti. On se voit dans le live à tous les jours sur Discord, venez nous rejoindre, je laisse là-dessus, bon dimanche, salut tout le monde.